À tous de DDO, attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage P80. Allumage P80, décollage. La certaine machine force to fly. Et voilà, c'est parti. Quel spectacle, Alexandre. Ça fait des années que vous travaillez sur ces lancements Vega, mais quel est votre sentiment? Oui, c'est captivant et émouvant à la fois. C'est une renaissance pour Vega. En fait, vous êtes là depuis le début. Oui. Dès le deuxième vol, eh bien, voilà, je dirais que le décollage, eh bien, vous voyez l'accélération du décollage et le lanceur grâce au premier étage. Le P80 affiche une poussée moyenne de 230 tonnes pour une masse totale du lanceur environ 2 fois moindre. C'est ce qui donne à Vega cette impression particulière d'accélération. C'est très impressionnant, Béatrice, non? Et alors, j'avais l'habitude de voir ces décollages, mais toujours à l'intérieur, jamais à l'extérieur. Alors Alexandre, dites-nous un petit peu. Début de queue de poussée du P80. Voilà, des annonces du DDO encore. Les choses se passent très vite là. C'est la fin donc de l'allumage du premier étage. Voici la séparation du P80 qui est confirmée. Et nous passons maintenant au deuxième étage, le Zefiro 23 qui entre en jeu. Et donc on voit encore dans le ciel. Il y a un ciel très très clair. On a beaucoup de chance ce soir. Mais les informations sont envoyées par le lanceur à la première station de poursuite, comme on l'a dit tout à l'heure avec Béatrice, la station de Galio, à Kourou, et au centre de contrôle, évidemment, tout le monde suit ce qui est en train de se passer, tout le monde suit de très près. Et vous, sur la droite de votre écran, vous pouvez également voir l'altitude, la distance et la vitesse du lanceur, ainsi que sa trajectoire réelle en jaune. Donc tout est nominal, comme le dit le DDO. Alors, à Jupiter, un certain nombre de personnages importants, représentants de l'Agence spatiale européenne. Nous avons la directrice du bureau de Kourou de l'ESA, c'est la première femme à occuper ce poste, Charlotte, et nous avons aussi Daniel Neuschwander, directeur transport. Et pour le CSG, nous avons Marianne Claire, qui est donc à la tête du CSG depuis 9 mois. C'est aussi la première fois qu'une femme occupe ce poste. Donc, prochain jalon du lancement. La séparation du deuxième étage est confirmée. Balistique, dans quelques secondes. Et dans quelques secondes, vous allez voir l'allumage du Z9. 5 secondes plus tard, la coiffe est séparée, la coiffe est libérée. Vous allez voir, cette animation montre l'exposition des satellites maintenant. Oui, ça y est, on est dans l'espace, on s'est arraché à l'atmosphère. Et nos passagers maintenant ne sont plus menacés et donc on peut se débarrasser de la coiffe. Oui. Alors première séparation dans 35 minutes et quelques. Un peu plus tôt, nous avons interrogé Fabrizio, directeur de la mission, Fabrizio Marino, qui travaille très dur depuis plusieurs mois, une situation complexe, et voilà ce qu'il avait à nous dire.
Pour cette mission, nous avons 7 microsatellites en position haute sur la structure portante SSMS et 46 nanosatellites placés à l'intérieur d'un module hexagonal. Quelques mots sur ces 7 microsatellites. Le premier satellite à se séparer, un satellite pour le compte du prestataire de covoiturage spatial Spaceflight Inc. Le deuxième est Nemo HD, le premier satellite slovène d'observation terrestre, conçu et construit conjointement par Space SI et le laboratoire de l'Institut des études aérospatiales de l'Université de Toronto. Il sera exploité par Space SI. Troisième, UPMSat-2, un satellite de démonstration orbitale dont l'objectif est l'éducation, la recherche, les applications industrielles et la coopération internationale. Le projet est mené par l'Université Polytechnique de Madrid. Quatrième, GHGSat-C1, premier satellite commercial de GHGSat, une société de Montréal, développée par SFL sur la plateforme Nemo, qui a pour mission de mesurer les gaz à effet de serre. Puis sur la plateforme principale, eSail, premier satellite commercial, développé en partenariat avec l'Agence spatiale européenne, avec Exact Earth en tant qu'opérateur de la mission et LuxSpace en tant que maître d'œuvre. NewSat 6, satellite d'observation construit et exploité par Satellogic, et Ion SCV Lucas, satellite conçu et construit par D-Orbit et capable de transporter un lot de CubeSat dans l'espace et de les déployer individuellement sur des créneaux orbitaux précis. Voilà, c'était donc Fabrizio Fabiani, directeur de la mission de ce vol VV16. Alors Alexandre, on vous retrouve pour nous parler de cette mission. Oui. Alors nous avons eu confirmation de la séparation du troisième étage avec une accélération significative. Et maintenant nous approchons la vitesse hypersonique de Mach 11 au-dessus du seuil de l'atmosphère à 200 km d'altitude avec une retombée dans l'océan. Et donc on disait que ce lanceur part vers le nord, on a parlé des stations de poursuite, de celle de Galileo, et les informations sont donc redescendues vers le CVI, le contrôle visuel. Vous avez passé pas mal de temps là-bas d'ailleurs. Oui, absolument, j'étais devant le panneau de la trajectoire. Donc j'ai dédié toute mon attention à ce panneau. Mes missions, le CVI reçoit la télémesure de tous les paramètres de vol de toutes les stations de poursuite au sol mises en œuvre pour cette mission, à savoir Guyane française, les îles des Bermudes, le Canada, la Corée du Sud et l'Australie. Comme vous pouvez le constater, c'est une fabuleuse contribution internationale au service de l'espace. Oui, absolument. Et là, on a acquisition du signal par la station des Bermudes. Et là, Marianne Claire, directrice du CSG, dont je vous parlais tout à l'heure, à l'image. Alexandre, on a eu confirmation du DDO pour le premier allumage de la VOOM. Voilà, c'est fait. Oui, c'est ce que vous pouvez voir. Cet allumage est obligatoire pour cibler et viser les conditions d'orbite, à savoir avec une altitude au périgée supérieure à 120 km. Qu'est-ce qui se passe pendant la phase de la VOOM? Eh bien, pendant cette phase de vol menée par la VOOM, la station terrestre canadienne de télémesure Saint-Hubert est en train d'acquérir ces données. Le premier allumage cible les paramètres d'orbite intermédiaires. Nous passerons ensuite à la séparation de cet étage. Merci beaucoup Alexandre, je ne sais vraiment pas ce qu'on ferait sans vous d'ailleurs. Et donc rappel, première mission covoiturage, 53 passagers à bord de ce vol VV16, 3 séparations. Et maintenant, on va écouter Fabrizio Fabiani depuis Kourou. Ce qu'on voit, c'est le mouvement des satellites, de leur séparation qui va se produire dans quelques instants. Il y aura 3 lots de séparation. Le premier, avec 4 microsats qui sont sur les tours. Ensuite, les 3 microsatellites qui se trouvent sur l'étage principal. Et puis, 10 minutes plus tard, et sur une orbite plus haute, séparation de l'ensemble des 46 nanosatellites qui se trouvent dans les modules hexagonales. Ces modules ont
ont différentes tailles, ils sont plusieurs constructeurs, Isis, Tivac, Astrophane entre autres, et leur principale caractéristique est de protéger les satellites pendant le lancement et de les éjecter dans l'espace quand les ordres de séparation arrivent, et le mécanisme d'ouverture se met donc en jeu. Sur cette mission, nous avons des satellites de 0,25 unités jusqu'à 6 unités, et une unité, c'est un cube qui représente la dimension d'un Rubik's Cube. Nous avons en particulier 38 CubeSat pour des clients commerciaux, observation terrestre, Internet des objets, démonstration en orbite, et 8 clients institutionnels à visée éducative et scientifique. La séparation est assez complexe, puisqu'il faut bien s'assurer qu'il n'y a pas de collision entre les différents CubeSat. Au global, nous avons 21 clients de partout dans le monde, surtout des États-Unis, du Canada, de la Thaïlande, d'Amérique du Sud et de nombreux clients européens. Je suis très fier d'avoir travaillé avec eux, côte à côte, pendant environ 2 ans. Ça a été une expérience formidable, des échanges avec tous ces individus, toutes ces nationalités et cultures, et j'ai beaucoup appris à leur contact. Ça a été un parcours long et semé d'embûches. Toutes ces données qu'il a fallu recueillir auprès des clients, faire circuler, analyser la mission, toutes ces données. Ça a été un formidable travail d'équipe. Merci à tous. Donc voilà, 53 passagers à bord de notre lanceur ce soir, et parmi eux, quelques-uns d'Amérique du Nord. Et nous retrouvons d'ailleurs Stella Guillen, en direct depuis Washington, D.C. aux États-Unis. Elle est vice-présidente commerciale et marketing. Bonjour à vous. Hi Liz, so excited to be here. Bonjour Liz, je suis ravi d'être ici parmi vous. Alors on parlait du marché nord-américain. Quelles sont les perspectives pour le SSMS sur justement ce marché américain? Oui, alors sur ces 53 satellites, nombreux sont ceux qui viennent des États-Unis, et ce marché des petits satellites, eh bien depuis 2010, c'était multiplié par 10 ce marché. On parle de satellites de 1 kg à 150 kg. C'est un marché significatif ici, de 1 kg à 500 kg, et nous avons pu développer des solutions pour remporter ces satellites et pour répondre à la demande de ce marché. C'est tout à fait fascinant. Alors, quelles sont les solutions d'Arianespace? Qu'est-ce qui fait la différence? Alors Arianespace occupe une position absolument unique pour répondre à la demande de ce marché émergent, étant donné notre gamme de lanceurs nous permettant de lancer toute masse à tout moment et pour tout cahier des charges. Ici, ce soir, nous lançons, nous pouvons lancer une constellation NEO, nous avons un programme lunaire également, nous pouvons couvrir l'ensemble des orbites, et donc ceci, nous disposons d'une grande souplesse. Également, Vega C et Ariane 6 nous donneront la flexibilité, la capacité d'aller encore plus avant pour développer des missions pour des constellations. Nous apportons également un appui financier grâce à BPI et à la Banque d'investissement européenne. Donc beaucoup de souplesse et pour les nouveaux entrants et des lanceurs extrêmement fiables. Vous parliez de Vega C. Alors Vega C devrait arriver en 2021. Oui, nous réjouissons de l'arrivée de Vega C et puis pour répondre à la demande de ce marché, ce type de satellite. Et puis nous avons 2 missions à venir pour CubeSat notamment, donc c'est une opportunité sensationnelle avec Vega C et Ariane 6 en perspective, les nouveaux lanceurs.
Je ne sais pas, vous avez peut-être un message à faire passer à vos partenaires. Il nous reste quelques instants. Absolument, je tiens à adresser mes remerciements à tous nos partenaires. Nous savons que beaucoup de personnes travaillent sur ces programmes et un jour de lancement comme cela est tout à fait unique. Donc nous tenons à adresser nos remerciements à nos clients pour la confiance et leur confiance et leur contribution tout au long de cette campagne. Merci beaucoup. Merci Stella de nous avoir rejoints en direct depuis Washington DC. Alors, ici, à Paris, en studio, Béatrice nous a quittés momentanément parce qu'il faut respecter les règles de distanciation physique. Et nous sommes rejoints par Luce Fabreguette, vice-présidente exécutive Ariane Espace. Bonjour, Lise. Alors vous êtes rentré de Kourou récemment, c'est ça? Oui, effectivement, il y a 2 ans. Après il y a 2 semaines, effectivement, suite au lancement réussi d'Ariane. Et je suis ravi de suivre ce soir ce lancement réussi de Vega. Alors, pendant qu'on parlait, Alexandre, l'extinction de l'Avoum. Vous pouvez l'entendre, eh bien, vous avez ici le premier allumage de l'Avoum est terminé. Maintenant, nous allons passer à une manœuvre d'orientation. Alors merci pour l'information. Donc on va regarder déjà quelques images du lancement. On va revoir ce lancement, on ne s'en lasse pas après tout. Et je vais vous poser la question, d'ailleurs vous, ça fait un certain temps que vous êtes dans le métier, mais est-ce que vous avez déjà vu des lancements de vos propres yeux? Parce que j'imagine que la plupart du temps vous êtes assis dans un bureau devant un écran. Exactement, malheureusement il m'a été donné de voir que 2 lancements. C'est vraiment un cadeau quand on peut les voir, c'est impressionnant et on s'en rappelle. Ensuite, le travail pendant une campagne de lancement ne permet pas de se réjouir d'un tel spectacle car il faut être concentré sur son travail pendant le vol. Oui, j'imagine bien. Donc la même question s'adresse à vous, Luce. Vous travaillez depuis un certain temps pour Ariane Espace. Oui, ça fait effectivement 15 ans et comme Alex, j'ai vu beaucoup de ces lancements, mais de l'intérieur. Et j'ai eu la chance de voir 10 lancements de l'extérieur. À l'extérieur, Kourou et Baïkonour. Et je veux dire que lorsqu'on voit un lancement de l'extérieur, c'est encore plus impressionnant. On peut le voir de l'intérieur. Même sur le contrôle, on peut entendre le bruit, la vibration de décollage. Mais lorsqu'on est en extérieur, c'est tout à fait magique. Et je ne serai jamais blasé d'un tel spectacle. Oui, moi-même j'en ai fait l'expérience. Et même au sein du centre de contrôle Jupiter, on sent les vibrations. Je suis un petit peu jaloux de ceux qui sont en Guyane française aujourd'hui. Oui, ils ont bien de la chance. Alors la mission de ce soir marque le retour en vol de Vega après plus d'1 an, n'est-ce pas? Oui, absolument. Nous avons eu de la chance au début de Vega. Nous avons donc Vega a eu 14 succès, ce qui est un record. Et puis l'an dernier en juillet, nous avons eu le premier échec de Vega. Et depuis lors, nous avons dû réaliser un travail considérable avec ESA et Avio, nos partenaires. Et maintenant, nous sommes prêts. Et la preuve en est, ce soir, le lancement est tout à fait nominal, absolument parfait, avec le Z23, qui était le problème lors de l'anomalie l'an dernier. Merci beaucoup, Luce. Alors, on va maintenant regarder une brève vidéo de Roland Lagier, directeur technique Ariane Espace. Today's return to flight mission is the result of a major effort of all the Vega community to overcome the failure of VV-15 mission in July last year, which occurred after an impressive series of 14 successful missions. Immediately after the flight, the European Space Agency and Ariane Space set up an independent inquiry commission
co-chaired by ESA Inspector General Tony Tolker-Nielsen and myself as the Arianespace Chief Technical Officer. This commission was composed of independent experts from Avio, ESA, CNES, and ASI space agencies, along with representatives of the Italian and French Ministries of Defense. We worked during all the summer analyzing all available telemetry data from the flight, with special focus on the propelled phase of the Zefiro 23 second stage, during which the anomaly occurred. At the completion of this extensive and thorough process, we defined one possible and most probable root cause. We identified a combination of weaknesses in the design, the manufacturing, and the control processes of the internal thermal protection of the Zefiro 23 casing forward dome. The conclusion of this comprehensive activity were delivered at the beginning of November 2019, with 20 recommendations, out of which 14 were deemed mandatory and to be implemented before today's return-to-flight mission. In complement to the corrections of the anomalies that triggered the flight VV-15 failure, additional actions were defined, enabling to reinforce the robustness of the design and the production flow. All these recommendations were accepted by the ESA Qualification Authority, which took the lead for managing their implementation in close cooperation with Avio, the Vega prime contractor. Many thanks to everyone who contributed to this effort that will make the Vega launch vehicle more robust and the teams in charge of Vega launch system even stronger and more united. Thank you for your attention, and go Vega! Voilà, c'était donc le directeur technique d'Arianespace, Roland Lagier. Alors Alexandre, vous le disiez tout à l'heure, c'est la renaissance de Vega ce soir. Oui, c'est un vol très important. Et oui, c'est une renaissance après l'anomalie de VV15 et après des mois intenses d'enquête. Et comme Luce l'a dit, eh bien, c'est déjà que suite à 14 réussites depuis 2012. Et puis, grâce, eh bien, parfois, eh bien, cette étape difficile est inévitable, ça fait partie de la vie des systèmes. Donc, on apprend beaucoup, il y a beaucoup d'enseignements à tirer, et cela nous rend plus forts que jamais. Oui, tout à fait. Comme le disait Stéphane Israël aussi, c'est la première mission de covoiturage. C'est une renaissance, effectivement, comme Alex vient de le dire. Et Vega ouvre la voie avec cette nouvelle mission de covoiturage spatial et offre de nouveaux services, propose de nouveaux services à des clients, qu'ils soient institutionnels, répondant à des besoins institutionnels, des universités également, comme l'a signalé, et puis également des clients commerciaux, des nouveaux entrants sur ce marché, avec, eh bien, mettant l'espace accessible pour ces clients. Alors, on va revenir maintenant au CDC, enfin dans quelques instants, parce qu'évidemment, le maître d'œuvre de Vega, c'est la société Avio, et nous allons parler à Giulio Renzo, son PDG, qui va nous rejoindre depuis le CDC, où tout le monde est évidemment très concentré sur la mission de ce soir. Et je crois qu'il reste 17 minutes avant la séparation. Bonsoir Monsieur Renzo, merci de nous rejoindre. Bonsoir et merci de m'avoir invité. Bonsoir à vous. Donc on le disait, on le dit, cette vidéotransmission, quelle année ? Oui, eh bien, 2020 a été une année semée d'embûches. Nous pensions au début de l'année revenir en vol, mais comme vous l'avez dit, étant donné la pandémie, eh bien, nous avons dû retarder au mois de juin, et puis les conditions météo n'étaient pas favorables, et donc nous avons dû reprogrammer ce vol pour aujourd'hui, début septembre. Mais nous sommes ici ce soir. C'est aussi une première, puisqu'il s'agit d'un vol de validation d'un nouveau service.
Oui, je pense que c'est la première fois pour l'Europe, la toute première fois qu'en Europe nous menons cette mission de covoiturage spatial. 53 satellites vont être mis en orbite grâce à un programme financé par l'ESA et mettant en œuvre différents acteurs avec des technologies extrêmement sophistiquées. Nous sommes ravis d'ouvrir ici la voie vers ce nouveau marché des satellites pour l'Europe. On en parlait avec Stella Guillen depuis Washington. Et alors, début 2021, ce sera aussi une grande nouveauté, ce sera Vega C. Oui, effectivement, c'est le projet sur lequel nous travaillons depuis 4 ans maintenant, un Vega plus puissant avec une capacité de 700 kilos supplémentaires, donc ici de 2,3 tonnes. Nous passons maintenant à 2,3 tonnes par rapport à 1,5 tonnes maintenant, perfectionnant la technologie pour le bénéfice de nos clients. Donc ce soir, c'est une grande et belle soirée pour vous-même et pour vos partenaires. Tout à fait. Et je tiens à saisir cette occasion d'adresser mes remerciements à tous nos partenaires et toutes les parties prenantes, que ce soit Arianespace, CNES, l'Agence spatiale française, et l'ESA, l'Agence spatiale européenne. Si ce n'est pas pour notre partenariat, nous ne serions pas là sans ce partenariat. Et voilà. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous répondre. C'était Giulio Renzo, PDG d'Avio. Et en fait, nous allons rester au CDC, au centre de contrôle, pour nous adresser maintenant à Marino Franito, qui est... qui fait également partie de la famille Arianespace. Donc, Marino va nous parler un petit peu de cette offre SSMS si particulière. Parce que bien sûr, Vega est le cadet de la famille Arianespace, le plus petit et le plus jeune. Mais la famille Arianespace, c'est 40 ans d'histoire et SSMS est son dernier développement. Marino, est-ce que vous nous entendez? Marino, bonjour, bonsoir. Oui, bonsoir Liz. Merci à vous de nous rejoindre. Alors, nous sommes ravis d'être ici ce soir et d'avoir vu ce lancement, ce décollage réussi. Alors, je veux dire que Vega est un lanceur qui est conçu pour servir le marché des petits satellites. Depuis son introduction, il a réalisé ses missions principalement en servant le marché des satellites légers, les orbites circulaires. Le SSMS est notre nouveau service pour structurer notre réponse à la demande de la part de l'industrie des petits satellites. Et Arianespace, en tant qu'opérateur commercial, est le numéro mondial pour le marché des satellites commerciaux. Et notre ambition maintenant est de servir le marché des petits satellites et de l'industrie de ces petits satellites avec un service fiable et régulier vers l'espace. Comment peut-on offrir un service aussi économique ? Comment est-ce possible? Alors, notre solution est basée sur la simplification du processus d'intégration des petits satellites. Et c'est la première fois que nous avons réalisé cette intégration de satellites en République tchèque, en Europe, réduisant ainsi les coûts pour nos clients. Nous avons réduit également le temps d'intégration considérablement, l'intégration jusqu'au lancement. Et je veux dire également, je tiens à remercier nos clients de nous avoir accompagnés, d'être à nos côtés. Et depuis longtemps, depuis autant de temps, d'avoir patienté tout au long de ces problèmes que nous avons connus, que ce soit l'épidémie et autres. Je tiens à les remercier ce soir. Nous voulons aller vers effectivement un service accessible et fiable pour nos clients. Marino, je suis ravi de vous voir. C'est Lucie qui vous parle. Est-ce que vous pourriez peut-être nous dire un mot sur la mission?
Oui, alors non seulement l'Union européenne est un client important, mais un partenaire important. Nous devons remercier l'Union européenne et la Commission européenne pour être à nos côtés. Nous ne serions pas là ce soir sans la Commission et le soutien de l'Union européenne dans le cadre de, ce programme extrêmement ambitieux. Et cela nous permet vraiment d'ouvrir l'économie spatiale européenne au-delà de cette mission ce soir et pour établir, asseoir l'Union européenne et d'organiser cet espace économique également. Marino, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous répondre. Vous êtes sans doute très occupé ce soir. Je me doute bien qu'on n'est plus qu'à 10 minutes de la première séparation. Donc je vais vous laisser vous concentrer avec vos équipes, vous remettre au travail et bonne chance pour la suite. Et merci de nous avoir rejoints, Marino Franito. Thank you, and let's cross our fingers for a bit longer. Merci et croisons les doigts pendant encore quelques minutes. Mais on vous retrouvera bientôt au CDC. Donc, 10 minutes nous séparent de la première séparation. C'est un moment qu'on attend depuis longtemps. Oui, effectivement. C'est un moment captivant, je dois dire. Lorsqu'on est au centre de contrôle de la mission, comme c'est le cas pour Stéphane et Marino, aujourd'hui, lorsque nous sommes avec nos équipes, les équipes du CNES, vous sentez, pendant les quelques minutes avant l'annonce de la séparation, eh bien, cette concentration, et on entend une mouche voler ici, et tout le monde est dans l'attente de cette annonce. C'est vraiment un moment crucial dans le lancement. Et vous me le disiez avant qu'on entre en plateau, c'est un moment où finalement le silence se fait. Absolument, et le silence est de plus en plus important. Alors, vous allez nous quitter pendant quelques instants et pendant ce temps-là, nous allons repasser, redonner la parole à Alexandre qui va nous parler des étapes. Oui, je vais rappeler les phases principales pour nos spectateurs matinaux. Alors, lors des premières phases de vol, les étages à poudre P80, Zefiro 23 et Zefiro 9 ont été suivis par la station sol de télémesure Galileo sur une durée de 6 minutes et 30 secondes. Pour des raisons de sauvegarde, ces trois étages retomberont dans la mer. Le dernier étage, intégrant un moteur liquide nommé Lavum, atteint une orbite de transfert après une première durée d'allumage de 8 minutes. Cette phase a été suivie par les stations sol des Bermudes et du Canada à Saint-Hubert. Afin de rendre la première orbite héliosynchrone circulaire, un second allumage plus court d'1 minute et 30 secondes se produit en visibilité de la station sud-coréenne de Jeju après une longue phase balistique intermédiaire de 20 minutes. Une fois l'orbite ciblée atteinte, les 7 passagers en position supérieure, en position haute du SMSS sont libérés. Pour la seconde partie de la mission, un bref troisième allumage de la VOOM se produira sous la station australienne de Nulansa afin d'atteindre l'objectif héliosynchrone à 530 km d'altitude. Après une rotation de la Terre, après une rotation autour de la Terre, un quatrième allumage de la VOOM va circulariser l'orbite d'injection CubeSat. La séquence de séparation sera suivie par la télémesure de la station au sol des Bermudes. Enfin, la mission se terminera par un cinquième allumage de la VOOM. La mission Vega durera moins de 2 heures. Merci beaucoup. Donc, nous retrouvons Béatrice sur le plateau et je crois que on a renoué le contact avec le lanceur. Oui, alors c'est la fin de la première longue phase balistique. Jeju est en train d'acquérir les données du lanceur. On attend confirmation donc. Donc effectivement, nous devons attendre l'acquisition des données. Et donc la VOOM
Le deuxième allumage à Voom se produira dans quelques minutes pour terminer la première orbite d'injection. Nous attendons maintenant cette confirmation. Alors, les données sont, comme vous le disiez tout à l'heure, sont transmises quand il n'y a plus de visibilité, les données sont stockées et ensuite transmises dès que la visibilité revient, c'est ça? Juste, vous attendez encore la confirmation. Oui, je viens de recevoir cette confirmation, à savoir, je viens d'acquérir le signal du lanceur. Voilà. C'est ce qu'on confirme, le DDO à l'instant. Donc pour confirmer, toutes les données sont enregistrées pendant cette phase balistique et sont ensuite téléchargées vers cette station de poursuite en Corée du Sud. C'est cette station en Corée du Sud qui nous a fait de grosses frayeurs hier soir, non? Oui. C'était lié au typhon. Mais aujourd'hui, nous avons lancé avec une situation plus favorable. Formidable. Alors, les 46 passagers de l'étage inférieur ont été intégrés en Europe pour la toute première fois, en République tchèque, pour être précis, et nous allons rencontrer l'équipe de cette entreprise de service de lancement. Mais d'abord, je crois que vous vouliez dire peut-être quelques mots sur une innovation qu'il a fallu inventer. Oui. Eh bien, lorsque la campagne a repris fin mai, une quarantaine de 14 jours avaient été requises en Guyane française. Et, je suis désolé, je dois vous couper parce qu'on n'a plus trop le temps. Il y a 5 ans, nous avons commencé avec ce projet passionnant de lancement multiple de satellites pour rendre l'accès à l'espace plus accessible. C'était la première fois qu'une charge utile secondaire a été intégrée directement en Europe. Nous avons créé une zone sous douane qui nous permet de travailler avec des clients en dehors de l'Union européenne. Les clients livrent leurs satellites ici, à Brno, avant le lancement. Au bout d'une semaine d'opérations autonomes, ils étaient ensuite installés sur le module hexagonal du SSMS. Et donc 5 semaines avant le lancement, l'ensemble est transféré par camion à l'aéroport et prend ensuite un vol commercial pour la Guyane française pour les opérations finales d'assemblage. Alors Béatrice, on le disait à l'instant, juste avant la vidéo, vous étiez en train de nous expliquer comment vous avez dû faire preuve de créativité. Oui, alors effectivement, fin mai, la Guyane française donc, a appliqué une quarantaine de 14 jours. De nombreux clients n'ont pas pu obtenir l'accès à la base de lancement. Alors vous avez raison, eh bien, nous avons dû trouver un moyen d'effectuer des opérations. Et donc nous avons mis en place un processus de haute qualité pour suivre strictement les procédures opérationnelles fournies par les clients et utiliser pour la première fois des lunettes intelligentes qui permettent aux clients de suivre à distance les activités opérationnelles, de les piloter et éventuellement d'évaluer la navigabilité de leur satellite et son aptitude au vol. Voilà, la nécessité est mère de l'invention, comme on dit. Et vous avez trouvé les moyens de le faire. Donc Alexandre, on s'approche de la séparation. Comment est-ce que la séparation se produit précisément? Oui, alors les 4 premiers satellites vont être libérés dans le cadre d'une séquence temporelle constante. Toutes les vitesses relatives de séparation ont été définies en réglant chaque dispositif de séparation grâce au facteur de temps et de vitesse. Nous assurons une séparation en toute sécurité pour chaque client. Ça signifie que pour ce type de mission de covoiturage spatial, une stratégie de séparation complexe
d'être mise en place en raison du nombre de satellites et de la nécessité d'éviter toute collision. Et nous avons ici la confirmation du deuxième allumage de la VOOM, qui aura une durée d'1 minute et demie. Je rappelle que le but du deuxième allumage est de circulariser les injections orbitales finales. Donc, de très nombreux passagers ce soir. Là, je vois qu'il y en a un qui pèse 138 kg, fait à peu près la taille d'un petit frigo. Et il y a des nanosatellites en position basse qui ne sont pas tellement plus gros qu'un smartphone, c'est ça, non? Oui, tu as absolument raison, Lise, sur SSMS. Donc, le plus petit satellite a à peu près la taille de ce smartphone. Donc, imaginez si vous en empilez 12, vous pouvez arriver à une petite constellation avec un seul ordre de séparation dans le même rack. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec un satellite aussi minuscule? Alors n'oubliez pas que si je souhaite mettre en orbite ce téléphone portable, ce satellite de 150 grammes dispose d'un appareil photo, d'un GPS et d'accéléromètre couvert par une batterie longue durée. Avec ce petit appareil, j'obtiens un satellite avec des fonctions principales: observation, localisation et diagnostic d'attitude. C'est tout à fait fascinant, merci pour ces explications. Et donc nous avons ici l'extinction de la VOOM qui est confirmée. Ça veut dire que c'est une lumière, donc c'est un feu vert pour séparer le premier lot de satellites. La séparation va commencer. Alors comme vous pouvez l'imaginer au CDC, tous les yeux sont rivés sur les écrans d'ordinateur avec une séparation qui devrait avoir lieu dans moins de 20 secondes. Et comme Luce nous le disait plus tôt, c'est un moment de silence et de concentration au centre de contrôle. Séparation Athéna. Ancien démoage DUPMSAT 2. Separation are confirmed. The first run on longitudinal direction and the first transversally. Donc, nous avons une séparation en direction longitudinale et l'autre en direction transversale. Voilà, première de 3 séparations. Et là, vous voyez les expressions de joie ainsi que les drapeaux slovènes qui se lèvent. C'est-à-dire que je suis particulièrement touché de voir la séparation réussie de l'un de ces satellites, puisqu'il a été développé et fabriqué par les étudiants de l'Université de Madrid, où j'ai moi-même été étudiante. Et donc, si aujourd'hui, travaillant dans le secteur spatial, c'est grâce à l'un de ces projets universitaires. Je voudrais donc souligner l'importance de ces petits satellites pour motiver et former les futurs ingénieurs spatiaux. Je voudrais également remercier toutes les entités qui apportent le soutien nécessaire pour que cela se traduise dans la réalité. Merci beaucoup à tous les acteurs. Voilà, un témoignage émouvant. Merci d'avoir partagé ça avec nous, Béatrice, ce soir. Alors, vous allez nous quitter maintenant et nous allons accueillir à nouveau Luce Fabriguet, mais tout d'abord, nous allons regarder ce petit film de l'ESA. Grâce au SSMS, service pour les missions de petits satellites, plus de 50 satellites seront lancés en même temps. Ce nouveau dispenseur a été développé par ESA et Avio et fabriqué par SAB Aerospace en République tchèque. La Commission européenne contribue à ce vol de démonstration de faisabilité. Jusqu'à présent, les possibilités de lancement pour la plus petite classe de satellites étaient limitées, car il fallait généralement recourir à de grandes capacités inutilisées de lancement de satellites pour la mise en orbite d'un module. Avec le SSMS, l'approche est différente. Le service SSMS permet d'effectuer des lancements dédiés spécifiques et adaptés aux petits engins spatiaux. Cela permet ainsi d'une part une réduction du coût de lancement et d'autre part une maximisation des possibilités de lancement. Le SSMS est composé de plusieurs éléments: un module hexagonal, des tiges, des tours, des colonnes, etc. Ils peuvent être assemblés selon différentes configurations en fonction des besoins des satellites à lancer, offrant une grande polyvalence et la capacité de satisfaire n'importe quelle combinaison de clients. L'intégration de la charge utile pour la partie inférieure du système est réalisée en Europe par le fabricant du SSMS, ce qui réduit les coûts et les efforts pour les petites sociétés de satellites. Les satellites du niveau supérieur sont ajoutés à Kourou.
Une fois en orbite, les satellites seront déployés de manière coordonnée. Et ensuite, l'étage supérieur de Vega, transportant le SSMS, se désorbitera. Ultérieurement, ce nouveau dispenseur servira aussi pour Vega C, offrant une capacité supplémentaire de 800 kg et un plus grand volume pour le même coût que Vega aujourd'hui, transportant encore plus de passagers par lancement avec une importante réduction des coûts par kilo. Un développement important pour l'Europe dans un marché de lanceurs en évolution. Aujourd'hui, nous essayons de couvrir tous les besoins du marché que nous rencontrons en ce qui concerne le lancement de satellites en orbite terrestre basse. Le service SSMS est aujourd'hui compatible à la fois avec Vega ainsi qu'avec la version améliorée de Vega appelée Vega C. En réalité, nous concevons aujourd'hui une version généralisée du SSMS pour Vega C afin de pouvoir lancer à l'avenir tout type de combinaison de petits satellites. Par ailleurs, nous profitons de l'occasion que nous offre Vega pour obtenir une démonstration de faisabilité. Pour ce vol inaugural, SSMS placera tous ses passagers sur la même orbite synchrone du Soleil à une altitude de 550 km. À l'avenir, Vega pourrait placer ses charges utiles sur des orbites distinctes. Avec SSMS, l'Europe rend son lanceur Vega léger plus polyvalent, offrant ainsi de nouvelles possibilités de lancement aux petits fabricants et opérateurs de satellites, et ce, à des coûts compétitifs. Et donc, nous retrouvons maintenant en direct depuis Darmstadt, en Allemagne, le directeur général de l'ESA, Jan Werner. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, merci beaucoup de nous avoir rejoints à cette heure un peu tardive. Donc vous le disiez, c'est l'ESA qui a financé le développement de ce matériel SSMS et qui a contribué au financement de ce vol de validation. Qu'est-ce que ce projet représente pour l'ESA ? Alors, ce projet pour nous, c'est un projet extrêmement important parce que l'objectif est de montrer la souplesse, l'agilité et la réduction des coûts. Et donc ici, ce concept SMMS, et ce service de lancement des petits satellites. C'est un cas spécial parce que nous avons ici ce soir 53 satellites à bord venant de différentes sources, différents pays, donc 21 clients, 13 pays. Et donc c'était un projet extrêmement important et c'est aussi le retour en vol de Vega après l'échec du vol Vega 15. Et donc c'est un jalon très important. Et ce vol, évidemment, a lieu dans une période tout à fait particulière. Comment l'ESA a-t-il géré le confinement, le coronavirus ? Alors, le confinement dû au coronavirus, dès le mois de février, nous avons observé l'évolution de la situation et nous sommes passés en mode télétravail dès le mois de mars. Et nous avons envoyé chez eux tous les personnels. Et le télétravail, c'est une activité normale maintenant dans nos vies quotidiennes. Cependant, pour les opérationnels, c'est plus difficile. On ne doit pas envoyer également tout le monde en mode télétravail, mais il y a également Kourou, il y a toutes les activités opérationnelles. Le centre opérationnel à Darmstadt également, on ne pouvait pas plus se déplacer étant donné les restrictions imposées par le virus. Et donc, nous avons réduit le nombre de personnels présents en activité opérationnelle et nous avons en même temps accéléré notre programme. Et nous sommes maintenant de retour et c'est une bonne chose. Alors, comme vous le disiez, nous sommes de retour et nous avons également Luce Fabreguet qui est de retour et qui aurait une question à vous poser. Oui, effectivement, Yann, c'est également le retour en vol de Vega. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'ESA, selon vous ?
Vous voyez, pour moi, sur le plan personnel, eh bien, c'est un soulagement. Alors, vu ce lancement et ce décollage merveilleux, parce que si le décollage marche pas, eh bien, reste ici un problème. Mais là, eh bien, si quelque chose, si un événement survient au moment du décollage, eh bien, il y a toujours des actions à mettre en œuvre. Mais moi, si je vois ici que tout a bien fonctionné, c'est une grande satisfaction pour Avio, ESA, eh bien pour Ariane Espace, c'est vraiment, je suis ravi de cette réussite. Merci beaucoup de nous avoir rejoints ce soir, ou plutôt ce matin, Jan Werner, directeur général de l'ESA. Voilà, c'était Jan Werner, en direct depuis Darmstadt, en Allemagne. Et donc une coopération tout à fait particulière entre l'ESA et l'Union européenne. Donc interview avec un représentant de la Commission européenne. The European Commission considers that this experience is extremely important because actually we want to use this experience to launch new satellites and to test small satellites in orbit. And from that point of view, developing this kind of technology is fundamental for us because we believe that in the future this technology will continue to grow in Europe, but also elsewhere in the world. And we want Europe to remain competitive and to be part of these developments. So from that point of view, the European Commission is very keen actually to have this kind of testing in orbit with the new Vega launch. And of course for that, the cooperation with ESA is fundamental for us because we really believe that it's important that all of us work together to develop this type of technologies in Europe. In this particular case, the Commission has been quite ambitious because we financed more than 11 million euros for this launch. And actually what we want to test is actually the possibility to have small satellites being launched and being tested in orbit. We really believe that small satellites are a key factor and key players in the future of the space sector in Europe and elsewhere also, and we want Europe to play a very important role in this sector. If I knew about the future, you know, but I can tell you at least that the current Horizon 2020 program will be replaced by a program which is called Horizon Europe, which is not yet completely final because we still don't know the amount of money which will be available for this program, for this research program. But what I know is that space will continue to be financed through this research program, Horizon Europe. And of course, in this context, as the European Commission, we will continue to work with our key player, ESA. And certainly, we are now working on how to establish our future relationship with ESA in a global context, not only, of course, for research, but also for the flagship programs like Galileo and Copernicus. Et nous nous approchons maintenant de la deuxième séparation, les trois passagers suivants qui se trouvent sur l'étage principal. Oui, alors nous allons libérer trois satellites sur le point d'être libérés. Deux satellites sont libérés simultanément et le dernier 80 millisecondes plus tard. C'est dans la stratégie, comme j'ai dit précédemment, en termes de vélocité et une séquence chronologique. Et voilà, nous venons d'avoir l'acquisition de la station de Nursia en télémesure. C'est la dernière station, c'est ça? Oui, effectivement, nous avons été obligés d'attendre cette acquisition pour effectuer les injections, donc les libérations de satellites, c'est-à-dire car toutes les phases actives, compris les séparations, doivent être suivies par des stations au sol, sur la loi française. Donc vous avez tous les lanceurs, depuis doivent pouvoir donner et justifier les données des lanceurs lors des phases critiques que sont la propulsion et la séparation. Je tiens à ajouter un grand remerciement à toute l'équipe du CNES pour ce sujet très important en termes de design de mission, du suivi de la mission également, de l'exploitation en Guyane française. Un grand merci. Alexandre. Ah là là, vous devriez voir la tête d'Alexandre. Alors la mission effectivement n'est pas terminée, mais je suis ravi de cette séparation de ces 7 satellites. Donc effectivement, séparation des 7 premiers satellites. Alors on ne voit pas tellement les sourires derrière les masques, mais on les imagine bien.
Ah oui, on voit les sourires derrière les masques et voilà la confirmation de la séparation. Longue vie donc à nos 7 premiers bébés déjà séparés, mis en orbite. Et ils sont restés au sol pendant quelques mois, plus longtemps que l'accoutumée. Chacun d'entre eux commence bien sa vie, son parcours individuel, et nous souhaitons à chacun de ces satellites une longue vie dans l'espace. Et Alexandre, vous vouliez nous dire quelque chose sur un de ces satellites? Oui, il y a une autre validation dans ce vol, et c'est un petit peu comme les poupées russes. Vous savez, les poupées russes. The dolls and yes, a smaller one inside. Moscow, yes, with a lot of pieces inside. Les matrioshka, on va de la plus grande à la plus petite à l'intérieur parce que ces satellites contient une douzaine de CubeSats à l'intérieur. C'est la démonstration de nouveau concept montrant qu'il est possible de déplacer les satellites en attitude et en altitude tout au long de leur vie. Voilà, c'est l'avenir. Oui, absolument, c'est l'avenir. Donc, Luce, 46 CubeSats vont se séparer dans quoi? Ce sera un record 3 minutes pour Arianespace. Ce sera une première pour Arianespace. Oui, une grande première. Donc beaucoup de grandes premières ce soir. Absolument. Ah oui, quelle mission ce soir? Donc nous allons bientôt retourner à Kourou pour écouter Stéphane Israël, président exécutif d'Arianespace. Après cette deuxième séparation réussie, nous retournons à Kourou en duplex pour écouter le président exécutif d'Arianespace, Stéphane Israël. Donc bonsoir à vous, bonjour plutôt pour nous d'ailleurs. Oui, bonjour. Donc on vous a écouté tout à l'heure et là on vient d'assister aux 7 séparations principales. Et là, ça y est, on atteint les 700 satellites lancés. Encore une première pour Arianespace. Oui, c'est une autre première. Maintenant, nous dépassons les 700 satellites déployés par Arianespace. Depuis sa fondation, c'est une autre première. Ce soir, vous avez vu juste. Je suis sûr que c'est sans doute pour vous une occasion d'envoyer quelques messages à tous les partenaires avec qui vous avez travaillé si dur sur cette mission. Oui, je veux sincèrement adresser mes remerciements à nos clients qui nous ont fait confiance pour ce vol. Nous avons eu la séparation des 7 premiers satellites et bien nous attendons la séparation des 46 autres satellites. Bien, nous allons avoir 26 injections pour séparer ces satellites à quelques secondes d'intervalle. Donc ça va être absolument captivant dans quelques minutes. Je tiens à adresser mes remerciements à nos clients et comme je l'ai dit, nous viennent de 13 pays différents. Nous avons 21 clients ici. Nous tenons à les remercier. Bien évidemment, je tiens à remercier nos partenaires car la réussite de ce soir, c'est la réussite de l'équipe européenne. Maître d'œuvre Avio, basé à Corifero en Italie, avec le soutien de l'ESA et puis la Commission européenne. Nous a porté un concours extrêmement important. Nous tenons à remercier, alors c'est une réussite pour l'Europe, et nous tenons à remercier tous nos partenaires ainsi que toutes les équipes Arianespace. Et bien sûr, comme vous l'avez dit, la mission n'est pas encore tout à fait terminée. Alors, ceux qui sont intéressés pourront suivre la suite sur les réseaux sociaux, c'est ça? Oui, vous pouvez suivre tous les événements sur les médias sociaux, les réseaux sociaux et Twitter. Et maintenant, la séparation surviendra dans quelques minutes. Et alors, quand est-ce qu'on aura le plaisir de vous revoir, que ce soit à Kourou ou ici à Paris pour une prochaine mission?
Alors nous serons effectivement de retour en Guyane française à la mi-octobre, le 16 octobre, pour un lancement Soyouz. Je pense que c'est un symbole également de notre famille de lanceurs. À savoir, nous venons de la réussite Ariane mi-août, nous sommes avec la réussite Vega, et donc ce sera le tour de Soyouz en octobre. Nous avons une belle famille de lanceurs répondant à tous les besoins de nos clients. Merci infiniment et bonne chance pour la fin de cette mission à Kourou. On va vous laisser retourner au travail. Merci encore de nous avoir rejoints, Stéphane Israël, président exécutif d'Ariane Espace. Merci Lise, merci à vous. Merci. Alors donc, Luce, mi-octobre, la prochaine mission, vous travaillez dessus, j'imagine déjà. Oui, absolument, dans 6 semaines. Eh bien, je nous à peine parler de ce grand frère de Vega, parce que la mission Vega est encore en cours. Eh bien, ce sera un tel soulagement à la fin de cette mission Vega, et je pense que toutes les équipes vont profiter de ce moment et célébrer cette réussite. Mais il est vrai que Ariane Espace, avec nos partenaires russes et le CNES, les équipes du CNES, au CSG et en Guyane française, eh bien, ont déjà commencé les activités opérationnelles de préparation de ce lancement Soyouz dans 6 semaines. Alors on espère vous revoir, que ce soit ici à Paris ou en duplex depuis Kourou, d'ici à 6 semaines. Donc comme vous le disiez, il commence à être un peu tard à Paris, voire un peu tôt, et nous allons bientôt mettre fin à cette vidéotransmission, mais nos équipes réseaux sociaux vous accompagneront tout au long de cette mission, jusqu'à la fin de cette mission, et Alexandre va encore nous parler des différentes étapes qu'on va pouvoir suivre. Oui, alors il est important de noter qu'avant la station de Nuancia, eh bien, un 3e allumage aurait lieu. Eh bien, la chronologie client se terminera par la mise en orbite des 46 CubeSat. 15 km plus haut. Que la séparation précédente, après 2 courts allumages de la VOOM et une seconde phase balistique longue. Cette seconde phase balistique longue, et puis il est important de noter qu'un séquenceur dédié à bord enverra les ordres, les commandes de séparation dans un délai de 160 secondes, donc pour les 46 CubeSat. Et tous les ordres de séquence et les directions de séparation ont été optimisés pour garantir à chaque client des conditions de sauvegarde à l'injection. Il n'est pas facile, effectivement, d'arriver à cela pour 46 satellites pendant ce délai de 160 secondes. Alors, merci beaucoup pour toutes ces explications. Donc tout ceci devrait se produire dans quelques dizaines de minutes. Et bien sûr, nous souhaitons remercier l'ensemble des équipes ici à Paris et bien sûr toutes les équipes à Kourou qui ont rendu cette vidéotransmission possible. Merci beaucoup à nos interprètes qui nous ont permis de suivre cette vidéotransmission en français, Marc Fermin et Alexandre Carayon. Merci à vous. Et merci à Alexandre de nous avoir accompagnés toute la soirée, de nous avoir expliqué. Merci. Eh bien, j'ai été ravi de partager ces moments avec vous. Et merci aussi beaucoup à Luce. Nous espérons vous revoir d'ici à 6 semaines alors. Merci à vous, Lise. Donc merci à tous, à toutes les équipes ce soir, et puis surtout, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et on vous revoit très très bientôt. Et on va vous laisser sur ces quelques images du lancement de ce soir et vous retrouver très vite.